Il est 23 h dans un petit village de Loire-Atlantique. Une fille de 18 ans rentre chez elle en scooter, mais elle n'y arrivera jamais. Quelques jours plus tard, on retrouve son corps en morceaux. Et ce qu'elle a vécu, je peux vous le dire, personne ne devrait avoir à le vivre. Ce que vous allez entendre dans quelques instants est une histoire vraie, une histoire choquante, violente et pleine de zones d'ombre. Alors installez-vous confortablement et écoutez cette histoire jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à réagir dans les commentaires en me disant, selon vous, qui porte la vraie responsabilité de cette histoire. Bienvenue dans le premier épisode de Meurtre et Mystère. Laetitia Perret a 18 ans. Elle vit à Pornic, une petite ville paisible de la côte atlantique, avec sa sœur jumelle, Jessica. Les deux jeunes filles ont été placées très tôt dans une famille d'accueil. Leur enfance a été marquée par des traumatismes profonds comme la négligence parentale, les violences ou même l'instabilité. Elles ont grandi en foyer, ballottées de structure en structure, avant d'être accueillies par un couple bienveillant qui essaye de leur offrir un semblant d'équilibre. Mais vous le savez, les blessures restent. Laetitia est une jeune fille discrète, réservée, mais aimante. Elle écrit, elle rêve d'indépendance, elle rêve de liberté. Et c'est le 18 janvier 2011, après un dîner calme avec sa famille d'accueil, que Laetitia envoie quelques SMS. Jusque-là, rien ne semble inhabituel. Elle annonce à sa sœur Jessica qu'elle décide de sortir brièvement pour voir une amie. Elle enfourche alors son petit scooter, casque sur la tête, sans se douter qu'elle va vivre ses dernières minutes de liberté. Il fait froid, c'est l'hiver. Les routes sont humides, les rues désertes. Il est 23 h passées, Laetitia roule dans la nuit noire sur une route qu'elle connaît par cœur. Ce trajet, elle l'a fait, Elle l'a fait et refait, donc elle le connaît bien. Elle pense même revenir rapidement à la maison, mais en fait, elle ne rentrera jamais. Le lendemain matin, l'inquiétude commence à monter. Jessica, sa sœur, ne l'a pas vue rentrer. Les heures passent, le téléphone de Laetitia reste muet, puis on finira par retrouver son scooter, renversé sur le bas-côté d'une route départementale, non loin d'un restaurant routier. Pas de traces de lutte visible, mais l'absence de Laetitia devient immédiatement suspecte. Elle n'est pas du genre à fuguer. Les autorités sont alertées directement et les recherches commencent à s'organiser. Le village entier est en émoi. Très vite, la piste criminelle s'impose. Pendant 2 jours, la gendarmerie passe la région au peigne fin. Les plongeurs explorent les étangs, les chiens suivent les pistes et les enquêteurs interrogent les proches, les collègues et les voisins. Puis finalement, il y a un nom qui va ressortir assez régulièrement, celui de Tony Meillon. Il a été vu dans les environs, il est connu des services de police et son passé trouble intrigue. Les enquêteurs décident alors de se pencher sur lui. Le 20 janvier de cette même année, Tony Meillon est interpellé. Il ne nie pas avoir vu Laetitia, il raconte une version des faits, puis assez vite une autre. Il parle d'un accident, d'un coup de colère, d'une dispute qui aurait mal tourné. Il avoue, puis finalement se rétracte. Mais un fait est indiscutable, il sait quelque chose. Et il sait exactement où elle est. Malheureusement, ce qu'il va révéler dépasse l'entendement. Et là, les âmes sensibles, merci de vous abstenir. On va retrouver le corps de Laetitia. D'abord un tronc mutilé, sans tête ni membre, dans un plan d'eau isolé. Puis quelques jours plus tard, c'est d'autres morceaux du corps de Laetitia qu'on va retrouver soigneusement empaquetés dans des sacs et ils sont repêchés dans différents étangs. Le tueur, il a tenté de faire disparaître son crime, de brouiller les pistes, mais la vérité remonte toujours à la surface. C'est un crime abominable, un meurtre sauvage, méticuleux et d'une cruauté rare. La France entière va découvrir l'horreur de cette histoire. Une jeune fille sans histoire, assassinée, démembrée et jetée dans l'eau comme un vulgaire déchet. Les médias s'emparent directement de l'affaire. L'opinion publique, elle est choquée. Le nom de Laetitia devient alors un symbole de drame national. Tony Meillon, 31 ans, est un nom qui restera gravé dans les esprits. Son visage, sa voix, son arrogance, tout chez lui dérange. Il a grandi dans un environnement chaotique, marqué par la délinquance. Très jeune, il va même basculer dans la violence et très vite être condamné à plusieurs reprises pour vol, agression, menace. Bref, il est considéré comme un individu instable et dangereux. En prison, il est même décrit comme violent, manipulateur, provocateur. Il entretient une haine viscérale envers les forces de l'ordre. Il menace, il insulte et il joue les durs.
Libéré quelques mois avant le meurtre de Laetitia, il est censé être suivi par les services judiciaires. Mais ce service est bancal, voire même incomplet. Complètement négligé par manque de moyens, par manque de personnel, par une accumulation d'erreurs, Tony Meillon est finalement libre. Et personne ne semble vraiment savoir ce qu'il fait. Ce qui choque profondément, c'est que tout était là, sous nos yeux. Les signaux d'alerte, le profil dangereux, le potentiel de récidive, et pourtant, rien n'a été fait. Le système a failli. Et cette faille, malheureusement, a coûté la vie d'une innocente. Après le crime, Tony Meillon cherche à brouiller les pistes. Très vite, il cache le corps, se débarrasse des morceaux dans différents plans d'eau. Il modifie sans cesse les déclarations auprès des forces de l'ordre. Il ment, il manipule, il joue avec les enquêteurs. Il ne montre même aucun remords. Son comportement est glaçant. Il semble presque satisfait de semer la confusion. La traque judiciaire, elle se double d'une tempête médiatique et politique. Lorsque l'affaire explose dans la presse, l'opinion publique est totalement bouleversée. Il y a même le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui décide de prendre la parole. Très vite, il critique les juges, il accuse les services judiciaires de laxisme et il demande des sanctions. C'est de protéger la société de ces monstres. Je dis monstres parlant du cas de Laetitia, parce que je crois qu'il y a un moment où il faut employer les mots qui correspondent aux situations et ne pas se voiler la réalité. Il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements graves. Quand on laisse sortir de prison un individu comme le présumé coupable, sans s'assurer qu'il sera suivi par un conseiller d'insertion, c'est une faute. La tension monte très vite entre le pouvoir exécutif et les magistrats. En réaction aux propos tenus la veille par Nicolas Sarkozy. Il est parfaitement inacceptable que le président de la République utilise l'émotion légitime de la population face au crime odieux qui a été commis à Pornic dans un but purement démagogique et électoraliste pour monter la population contre ses forces de sécurité, ses policiers, ses magistrats et ses fonctionnaires de justice qui travaillent dans une pénurie de moyens que nous dénonçons depuis des années. L'affaire Laetitia Perret devient le théâtre d'un affrontement public extrêmement violent. On parle de réforme de la justice, de responsabilité, de surveillance des criminels, mais pour la famille Perret, en fait, ce vacarme n'a aucun sens. Tout ce qu'ils veulent, eux, c'est comprendre et surtout faire leur deuil. Alors les jours passent, les révélations continuent de s'accumuler, on découvre finalement que Tony Meillon avait déjà proféré des menaces de mort envers Laetitia. On découvre également qu'il avait tenu des propos inquiétants, que plusieurs agents de probation avaient alerté sur sa dangerosité et pourtant cet homme était libre. Et comme il était armé de sa haine, le jour où il a croisé Laetitia, ça s'est très mal fini. En 2013, après un long procès émouvant et éprouvant, Tony Meillon est finalement condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 22 ans. Le tribunal souligne la froideur, la brutalité, l'absence totale de remords. Lors de son procès, il provoque, il insulte, il nie l'évidence, il semble même étranger à l'atrocité de ses actes. Il ne demande pas pardon et surtout, il ne reconnaît rien. La rencontre avec Tony Meillon a placé Jessica en état de choc. La manière dont Tony Meillon s'est exprimé devant la cour d'assises lundi, le détachement, voire la jouissance dans laquelle il était à raconter les faits, ou du moins une manière de raconter les faits qui lui sont reprochés, ont été d'une violence extrême pour Jessica. Pour la famille de Laetitia, ce jugement ne réparera rien, mais il est déjà un premier pas vers la reconstruction. La douleur, elle, restera à vie. Jessica, sa sœur jumelle, prendra alors la parole. Elle deviendra même plus tard la porte-parole de cette mémoire, de cette souffrance. Elle va raconter leur enfance, leurs liens, leur lutte pour exister. Elle ne veut absolument pas que Laetitia soit réduite à être une victime de plus. Elle veut qu'on se souvienne de qui elle était, une jeune fille douce, aimante et courageuse. L'affaire Laetitia Perret a provoqué un séisme politique. Des rapports ont été commandés, des réformes ont été engagées, mais dans les faits, très peu de choses ont changé. En 2020, c'est une série documentaire qui est diffusée sur France 2 et qui retrace l'histoire de Laetitia. Il y a même un livre plus tard qui lui sera consacré également, mais malgré cela, son nom reste trop souvent dans l'oubli. Elle s'appelait Laetitia Perret. Elle avait 18 ans et son histoire mérite encore aujourd'hui d'être entendue. Vous venez de voir le premier épisode de Meurtre et Mystère. Vous continuez à réagir évidemment dans l'onglet commentaires en me disant si ce nouveau format vous plaît. Et en tout cas, si ce récit t'a marqué, n'hésitez surtout pas à t'abonner à la chaîne,
à activer la cloche et à me rejoindre sur l'ensemble de mes réseaux sociaux pour évidemment découvrir tous les prochains épisodes. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette série et souvenez-vous, on ne sait jamais vraiment qui croise notre route un soir d'hiver.